Là, il y a un cadre. Ouais. C'est le cadre du million d'abonnés? Oui. Tu veux? Ouais. Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je reçois un nouveau créateur sur cette chaîne. Il s'agit de Pierre Cross. J'imagine qu'une grande partie d'entre vous le connaît déjà. Il m'a gentiment accueilli dans sa maison où il travaille en banlieue parisienne et j'ai voulu un peu m'intéresser à son processus de création de vidéos. Donc on va parler de matos, comment trouver une idée de vidéo, comment la tourner, comment la monter. Vous allez voir, ça va être très sympa. Juste avant de le retrouver, j'ai une bonne nouvelle. Je suis en train de travailler sur ma prochaine formation poussée à la vidéo, un peu comme celle sur le montage que j'ai fait sur Udemy. Et pour la réaliser au mieux, j'ai besoin de votre aide. Alors ça prend maximum 20 secondes. Je vous mets un petit sondage juste ici et en description. Il y a 2 questions, c'est tout, pour que vous puissiez un peu me dire quels sont vos plus gros problèmes en vidéo, quelles sont les plus grosses difficultés que vous avez. Ça peut être en matériel, en réglage, en tournage, en montage, un peu tous les sujets. Ça m'aidera beaucoup pour que je puisse créer la formation la plus adaptée à vos besoins. Allez, c'est parti, on va retrouver notre créateur du jour. Ok, donc je suis avec Pierre. Coucou! Comment on appelle ton audience? Les technophiles? Mégrin. Bonjour les grains. Voilà, Mégrin. Bonjour les grains. Merci déjà de nous accueillir, Merci. de m'accueillir ici. Est-ce que la marque de mon pull se voit? Pas sûr. Ok, d'accord. Est-ce que pour commencer, tu peux un peu te présenter pour ceux qui ne connaissent pas? Je m'appelle Pierre. Mon patronyme, c'est Cross. Je fais des vidéos sur internet. Première vidéo postée 30 janvier 2013. Je cumule aujourd'hui plus de 2 millions d'abonnés. Que dire d'autre? Qu'est-ce qu'il faut que je te dise d'autre? Quel type de vidéo tu fais ça? Je fais des vidéos de contenu de type de rigolade, tout ce qui est rigolade. Je crois que mon plus gros chef-d'œuvre, c'est quand même cache-cache dans un Conforama par exemple. Mario Kart ballon dans une usine, peut-être. Ouais. Tout ce genre de contenu. Je faisais aussi pas mal de graphiques avant, de PowerPoint, un peu moins maintenant. Voilà, c'est un truc qui m'est passé. C'était un petit délire d'enfance. Alors ici, on est dans une maison. Exactement. C'est quoi, c'est ta maison? Je ne me douche pas dans cet endroit. On travaille ici. C'est une maison en banlieue de Paris. On travaille avec Benjamin Verica et Swan Périssé, 2 autres créateurs. On a des monteurs, on a toute une équipe. Une sorte de collectif de créateurs. C'est ça. Okay. Oh là, le bruit qui a trahi l'ambiance. On va parler de toute façon de tout ça. Après cette transition, j'ai toujours rêvé de faire cette transition de... Vas-y. Ok. Impressionnant. J'aimerais parler de matériel un petit peu avec toi. Ok. Que ce soit caméra, lumière, micro, stabilisateur, comment est-ce que tu te filmes? Parce que tu te filmes beaucoup. Ça tombe très bien, regarde, on a un petit espace ici, en métal. Ah, vous avez tous cette petite table, hein. Romain aussi l'avait. Ouais. Moi j'ai commencé avec ça. Olympus, je pense que j'étais le seul youtubeur de France qui filmait à l'Olympus. Je trouve ça pas mal. C'est quand même un appareil que je conseille à ceux qui commencent, qui n'ont pas encore le budget pour acheter des GH5, qui est la caméra qu'on utilise maintenant. Elle est assez propre, elle est très légère. C'est un Olympus quoi là? C'est un EM5 Mark II. C'est un micro 4 tiers aussi comme le GH5. Et c'est assez compact, un peu comme les Sony. C'est plus léger à prendre en main qu'un Canon hein, que je vois ici. Ouais, moi je suis sur un 6D Mark II là. Ouais. J'ai commencé avec ça et celui-là. 714. On est sur un grand angle. Un beau grand angle, c'est le moins cher, il est vers les 600-700 €. Et celui-ci, il est un peu plus cher, je crois qu'il est à 1002. C'est un 714 aussi d'Olympus avec plus d'ouverture. Donc tu utilises en fait beaucoup de grand angle toi, c'est ton style? Bah oui, pour le face cam, quand on est 3-4, si on n'a pas un grand angle, c'est un peu compliqué. Maintenant, on a tous un GH5 dans la maison pour Benjamin et pour Swan aussi. Pourquoi le GH5? Déjà, cette histoire d'objectif, en fait, j'avais beaucoup investi. Donc soit j'essayais de monter en gamme dans Olympus, parce que j'aimais bien la marque. J'avais pris celui-là, qui était plus cher, qui est un très bon appareil apparemment photo, le M1, marque II. Sauf que moi, je trouvais qu'en vidéo, il était pas bon du tout. Je trouvais l'image déjà un petit peu trop verte. Ça nécessitait de faire de la colorimétrie que je sais pas faire. Et en plus, en l'occurrence, le mien buguait sur le son. J'ai testé un peu Canon, mais c'est un peu plus gros. Même ton objectif, tu vois, ça fait un... Comme on est sur du plein format ici, et là on est sur le micro 4 tiers, forcément c'est un peu plus gros. Même si Sony a réussi à faire du plein format plus petit. Ouais, et vrai. Sony du coup t'as testé ou? Sony j'ai testé, mais tant qu'ils voudront pas faire ça. Oui, je suis d'accord avec toi. Pas travailler avec eux. Voilà, l'écran qui se retourne, c'est quand même la base, en tout cas pour les créateurs de contenu. Quoi. Ça déjà c'était critère numéro 1, autofocus, possibilité de brancher un micro. La prise casque, hyper important. J'avais déjà testé le GH4, Panasonic m'en avait prêté un. Ouais. J'avais pas accroché plus que ça au départ. Je crois qu'il y avait encore ce truc de 20 minutes. La limitation de 29 minutes qui est plus sur le GH5. Et l'avantage c'est qu'il est stabilisé alors que le GH4 n'était pas stabilisé. Aussi, il y avait des optiques stabilisées mais pas le capteur. Pour ce qu'on fait, c'est vraiment une des meilleures options en fait. Et après oui, en micro j'utilise un Shure, alors là t'en vois pas trop. C'est celui-là. Le Rode que tu utilises, il a un son assez rond je trouve. Ouais,
Là, on est sur un Rode Video Mic Pro Plus. Il est très beau. Et t'as un très J'ai une belle moumoute blanche aussi. Ouais. T'as déjà montré? Il y avait moumoute noire, moumoute blanche, je me suis dit que Yeti. Ah non, ouais, blanc, c'est. Moumoute Yeti, c'était quand même plus quali quoi. C'est chaleureux quoi. C'est vrai que c'est malin, ça va pouvoir avec ton œil. Ouais. J'avais jamais pensé. Je te donne des petites techniques moi, dans la vidéo. Celui-là, il a un son plus clair. Moi, j'ai une voix déjà assez ronde, pas très articulée. Celui-là, il capte un peu plus les voix comme les miennes. Ce qui est bien avec le tien, je crois qu'il s'éteint tout seul. Ah ouais, c'est pas mal. Les deux avantages sur celui-ci, c'est qu'effectivement, quand tu éteins l'appareil, il s'éteint. Il enregistre sur deux pistes, tu sais. Il y a une piste qui est enregistrée par exemple à 0 décibel et une deuxième en même temps à moins 10. Ce qui fait que si jamais tu cries d'un coup, tu peux rattraper le son. Ah ouais, c'est bien. Et ça pourrait être pas mal pour toi. Mais là, après, comme toi, j'ai l'impression que la compacité, c'est un point important pour toi. C'est vrai que là, ça alourdit. Un peu moins maintenant. Quand j'ai beaucoup travaillé sur mon matos et tout, c'est quand je bougeais beaucoup que je devais optimiser. Maintenant, je fais plus des choses ici, avec des cadreurs, etc. Donc, j'ai moins besoin d'avoir tout dans mon sac à dos. Ouais. Donc, on va dire qu'au début, ton gros souci, c'était plutôt d'avoir une qualité d'image correcte, mais surtout un appareil qui soit léger et facile à transporter. Bien sûr. Et puis maintenant, avec le temps, tu commences à avoir aussi plus la qualité d'image. Ouais. Et le GH5, c'est un bon compromis. Le GH5, ouais, c'est très bien. On l'utilise pas à 100% de ses capacités, tu vois. On l'utilise jamais en vlog. Ouais, parce qu'il y a des grosses possibilités d'étalonnage sur le GH5. Ouais, bien sûr. Et par contre, ouais, pour de la vidéo spontanée qui bouge beaucoup, t'es sûr de ton appareil en fait. Ouais. T'as pas à te soucier il coupe au bout de 30 minutes, t'as pas à te soucier du son, une fois que ton réglage est fait, ça va aller. D'ailleurs, réglage, t'es réglé comment? Manuellement, automatique, comment ça se passe? En gros, moi j'ai un mode vidéo qui est déjà setup tout le temps pareil, donc ouverture au plus grande possible, ouais. De 8 dans ce cas-là. Ça, je laisse à 0, c'est le diaph. Non, c'est la correction d'exposition, donc ça veut dire que t'es pas en mode manuel. Il est en point de priorité ouverture, donc en fait il règle l'ouverture et la vitesse se règle toute seule. Et je mets que t'es en ISO automatique aussi. T'es en train de mettre des mots sur des choses que j'ai jamais su expliquer aux gens. D'ailleurs, s'il y a des utilisateurs déjà GH5, un truc pratique que je veux faire si vous voulez utiliser le même réglage que moi, c'est vous montrer cet écran. Attends, est-ce qu'il va y avoir le focus? Ah, c'est bon. Comme ça, vous pouvez remettre tous les réglages. Voilà, les réglages de Pierre. Voilà. Mon setup en PJ, en pièce jointe. Stabilisateur, j'imagine que tu n'utilises pas de stabilisateur externe ou ça arrive parfois? J'en ai un, il est peut-être en bas. Ah non, il est là. J'ai ma mallette de... La mallette à matos? Ouais. Là, il y a des drones et tout. Et là, il y a un stabilisateur que j'utilise pas beaucoup parce que moi, quand je filme en vlog, c'est impossible. Alors c'est quoi? C'est un stabilisateur gyroscopique, c'est ça? 3 axes? Hein? J'en sais rien, moi. Tiens, ça c'est la marque. Montre-moi. Feiyutech. Voilà. D'accord, oui, c'est ça. C'est un stabilisateur qui est stabilisé électroniquement. Ça, tu l'utilises dans quel cas? Moi, c'est plus pour le suivi. C'est vraiment plus pour l'action. Quand on sait qu'on va devoir courir, mais que si on tient la caméra, ça va trembler, on installe ça et puis on va... Et en général, c'est pas toi qui le tiens, quoi. Non, ça, non. Le stabilisateur, c'est trop lourd. J'ai essayé une fois. Mais... Ok, et peut-être pour finir, les lumières. Il faut que je te dise la marque. Les Nangwang Luxpad 43. Regarde, on a intensité réglable, forcément, et chaleur réglable. Parfait. Le tout avec quelque chose de très fin, qui chauffe pas. C'est les lumières que tu utilises toi, mais que j'utilise aussi Benjamin et Swan. J'ai mis tout le monde sur le même matos, ouais. Tu veux que je te montre un peu? Peut-être rapidement. N'oubliez jamais, l'alcool, c'est l'ennemi. Hein. Ça, c'est le studio de Benjamin. On n'a pas fait beaucoup de chemin. Plus épuré dans le style. On est plus minimaliste. L'insonorisation aussi, c'est important ça? Très important. Ah, moi j'ai pas ça. T'as pas ça? Bah non, je peux pas en mettre. D'après ce que j'ai compris, encore une fois, hein, je donne des termes vraiment. Non, mais c'est bien pas que tu me donnes ton retour. Bon, on va peut-être retourner dans mon studio. Allez, je te suis. Je vais vous dire ce que j'ai appris en insonorisation, mais c'est super important. Déjà, la technique artisanale, quand on bosse de chez soi et tout, c'est un maximum de tissu, de canapes. Déjà, plus tu casses les murs, ne cassez pas vos murs chez vous, je disais pas ça. Plus tu casses les surfaces planes, plus ton écho il va avoir du mal à se propager. Quand t'as un grand mur comme ça, tu mets des trucs, tu mets des étagères. Le mieux c'est les bibliothèques apparemment parce que les livres c'est assez acoustique. Ouais. Les canapes, les fauteuils c'est très bien. Déjà, le plus important c'est, comme on le voit en studio de musique, c'est de mettre quelque chose près de sa voix. Attends, je vais essayer de te retrouver une photo. Parce que j'avais l'autre studio avant. Ouais. Et je voulais pas montrer que j'étais en train de déménager. Donc le studio était totalement vide. Et donc il y avait de l'écho. Il y avait un écho de dingue. Je me filmais dans ces conditions-là. Donc tu vois, je me mettais là, face au mur que les gens connaissaient. Je mettais les mousses partout autour de moi. J'avais décollé du plafond et tout. Et en gros, l'écho, bon, il y en avait quand même, mais c'est beaucoup moins quoi. Okay. Donc il faut toujours quelque chose qui va réduire ton écho en face de toi. D'où ces panneaux acoustiques qu'on a ici. En général, une fois que tu as bien insonorisé ce mur-là, t'as pas trop besoin d'insonoriser celui-là. Il faut toujours avoir un mur sur les deux parallèles, un des deux qui est bien insonorisé. Okay. Et pareil, le plafond. Merci pour ces tips. Voilà. Peut-être qu'on peut parler un peu d'une vidéo. Comment se fait une vidéo? Comment est-ce que tu as l'idée d'une vidéo déjà? C'est toi qui as les idées? Parfois, il y a des marques qui te contactent aussi, ça donne des idées? Ah ouais, les marques, moi j'aime bien travailler avec parce que c'est pas forcément la marque qui a l'idée, mais en tout cas, la contrainte de la marque va me donner des idées. Et c'est plus facile souvent de bosser avec le brief d'une marque et dire bah, je vais faire quelque chose autour de ça,
que de partir d'une feuille blanche, d'une vidéo non sponsorisée, et dire bah là je dois créer quelque chose de par moi-même. C'est pour ça que moi j'aime bien travailler avec des marques, je m'en cache pas, sur ma chaîne c'est assez régulier, je travaille 2 à 3 fois par mois avec une marque. C'est quoi la proportion environ moi je fais 8 vidéos par mois et il y en a 2 par mois je dirais sponsorisées. Ah oui, il y a quand même beaucoup de vidéos qui sont aussi des créations originales quoi. J'ai eu plusieurs périodes sur ma chaîne, il y a une période où c'était beaucoup écrit. Donc des petits sketchs. Après il y a eu toute une phase un peu plus vlog. L'idée c'était pas de faire du vlog, de montrer ma vie, mais plus de faire des activités. On reçoit aussi des propositions de lieux, tu vois, qui nous disent bah, est-ce que tu pourrais venir tourner là, qu'est-ce que t'en penses, ça donne des idées. Cache-cache Conforama dont je parlais au début de vidéo, c'était ça, c'était Conforama qui nous dit bah, on peut vous laisser un magasin, qu'est-ce que vous voulez en faire. Donc là ça donne une bonne idée déjà ce que tu peux faire. Tu t'es directement entouré de personnes, au début tu étais un peu en solo. T'as 300 000 abonnés, j'ai fait un mois de vidéos tous les jours. C'était un peu un challenge perso à me dire je le fais tout seul. Et en sortant de ce mois-là, bah, déjà les gens ils me disent ouais c'était cool ce que t'as fait, on aimerait bien que tu continues, on aimerait bien que tu galères vraiment tous les jours à faire des vidéos. Et moi pour moi c'était juste un mois et puis après je reprenais à mon rythme normal tu vois. Et en fait il y avait tellement de gens qui me disaient ouais c'était trop bien quand tu nous réveillais le matin, parce que c'était le matin en plus tôt que je les sortais. Donc ça faisait une petite surprise du matin pour les gens. Je me suis dit ouais maintenant j'ai plein de techniques, je sais faire des vidéos vite. Bon il faut travailler mais je sais quand même le faire. Donc je vais continuer et j'ai fait ça pendant un an, plus d'un an. Tous les jours du lundi au vendredi. Ok le mois de défi c'était un vrai challenge, c'était un peu comme un marathonien de se dire je le fais et tout. Mais après je me suis dit bon, ça intéresse que moi ce challenge. Les gens qui me regardent ils s'en fichent un peu de savoir qu'il y a quelqu'un qui m'aide ou que je le fasse tout seul tu vois. Donc je me suis dit je vais m'entourer, je vais le dire tu vois, il n'y a pas de souci. Au début c'était super important de le faire tout seul et après j'ai commencé à montrer Fred dans mes vidéos, il bosse avec nous, il bosse toujours là. Augustin à l'époque qui travaille maintenant avec Tech News et Test, qui était sur ta chaîne. Donc tu vois ça fait des petites aventures humaines qui sont cool. Donc maintenant ton but c'est plus de créer, de créer aussi une espèce de team autour de toi quoi. Bah ouais parce que je travaille tout seul c'est bien dans plein d'aspects mais c'est aussi assez relou sur d'autres. Tout seul des fois tu te démotives et tout donc là c'est cool tu vois, on est 9 dans les bureaux maintenant donc la journée on se marre, dès qu'on veut faire une pause on a du monde à qui parler et tout. Et chaque chaîne est indépendante ou comment ça se passe? Ouais, on est indépendant dans le sens où chacun a sa chaîne, sa ligne édito. Après, on est beaucoup dans les vidéos des autres. Souvent, les gens aiment bien se retrouver avec le créateur en solo. Tu vois, se dire, il nous parle à nous, il n'est pas avec ses potes. Donc j'ai plein de fois où les gens disent, ouais, t'es tout le temps avec Ben, qui est celui qui est le plus souvent dans mes vidéos. J'ai beaucoup de remarques là-dessus. Mais c'est aussi un plaisir de faire des vidéos à plusieurs, parce que quand t'es tout seul, c'est marrant, mais tu te marres pas de la même manière, c'est moins spontané, moins naturel, tu vois. Moi, je prends de plus en plus de plaisir à faire des vidéos à 2, 3, à 4, et puis... Tu t'alternes, t'as pas fait des vidéos seul aussi Là, il y a un cadre. C'est le cadre du million d'abonnés. Oui. Tu veux? Ouais. Et il y a d'autres cadres aussi, il y a des cadres un peu partout. Bah, il y a des cadres 100 000 de Ben, le mien. Il n'y a pas le cadre du 2 millions? Non, il n'y a pas de cadre du 2 millions. Après, c'est 10? Ouais. Okay. Après, c'est un grand chemin après. On a parlé de matériel? Ouais, c'est vrai ça. On a parlé de trouver une idée de vidéo, et maintenant peut-être l'écriture. Comment est-ce que tu écris une vidéo? Est-ce que tu l'écris déjà? Est-ce que c'est improvisé une vidéo? Moi je sais que j'ai fait des bullet points pour me rappeler un peu de ce que je dois dire. Ouais. Mais après c'est différent, moi j'apprends des choses. Toi tu fais comment? Non, moi alors j'ai eu des formats très écrits, donc auprès des petits sketchs encore une fois comme je disais tout à l'heure. Et du coup dans ce cas-là tu les apprends par cœur? Non, je les écris, j'ai mon téléphone à la main. Et je fais des cuts tout le temps. D'ailleurs, c'est marrant parce que j'ai eu beaucoup d'invités qui venaient jouer dans les sketchs et tout. Et à chaque fois, je leur envoyais pas le texte et ils disaient ouais, qu'est-ce que je vais faire? Ils arrivaient, je fais t'inquiète, on téléphone à la main, on fait des cuts au bon moment et ça se verra pas. Ok. Ouais, pose ton téléphone. Ok. Mais avec toi, j'ai fait des vidéos avec François Rollin qui est un comédien de théâtre, d'expérience et il a bossé avec cette méthode et ça l'a pas dérangé, tu vois. Et puis, j'ai jamais été attaché au texte aussi, de dire faut que tu dises exactement ce que j'ai écrit parce que je l'ai ressenti comme ça. Moi, je dis aux mecs qui viennent jouer, si t'as envie de changer la phrase, tu la joues comme tu veux. On a fait une mini-série sur ma chaîne à Noël, là, avec tous les gens qui travaillent ici, et ils n'avaient pas de texte. Je disais juste, la situation c'est ça, il faut qu'on en arrive là, à la fin. Donc il y a de l'impro, pas mal d'impro. Voilà, c'est ça. Bah, de toute façon, après, par exemple, entre Ben, moi, Swan, on a aussi tous fait de la scène, donc on sait improviser, on sait réagir à l'autre, donc ça va. Ouais. De toute façon, tout le monde est plus à l'aise avec la spontanéité qu'avec du texte. Mais tu fais toujours les deux. Parfois t'écris. Moi maintenant, parce que les concepts de vidéos que je fais se prêtent moins à ça. Par exemple, les expériences scientifiques que j'ai faites il n'y a pas longtemps sur ma chaîne, je savais que je devais en faire une dizaine, douzaine pour avoir une vidéo assez solide, que j'allais en rater, que j'allais en réussir, donc il fallait un peu montrer les deux parce que c'était le but du truc. Mais donc je sais pas forcément de blague ou quoi sur chaque expérience, tu fais au feeling quoi. Ouais, mais l'axe par contre, des fois on a une idée
On se dit ça c'est cool, puis on se dit mais au bout de 3 minutes, où ça va nous amener? Puis des fois on se dit bon, faut rebosser un peu l'axe parce qu'au bout de 3 minutes on va comprendre, donc ça va pas intéresser les gens. Ensuite, tournage, j'imagine que soit tu tournes ici dans vos studios ou dans des lieux, donc tu es soit tout seul avec ta caméra à la main, soit il y a des cadreurs qui t'accompagnent, c'est ça? Ouais, j'ai fait beaucoup de vidéos tout seul, j'en fais un peu moins maintenant. Je trouve en fait que le format vlog, caméra à la main, commence un peu à se démoder. Il y a une grosse mode de ça aux US à partir de 2013-2014. En France, ça arrivait 2015-2016. Même, tu vois, par exemple, Logan Paul, quand il a eu son gros buzz, qu'il a créé sa chaîne, qu'il y a eu plein de choses autour de son style de vlog à lui, il a commencé avec caméra à la main. Puis petit à petit, il a eu des cadreurs, etc. Et il a créé un nouveau type de vlog, tu vois. C'est quoi ce nouveau, le style qui est plus à la mode, entre guillemets? Ça s'est vu si on regarde sa manière de réaliser ses vlogs. Dans l'histoire de sa chaîne, il y a eu toute la période au début où il avait caméra à la main et après il s'est détaché en fait. Il y a eu une période où il commençait à la main et le cadreur prenait le relais. Et de temps en temps il faisait des séquences à la main mais le cadreur prenait beaucoup le relais et donc on le voyait lui-même parler à sa petite caméra mais c'est l'autre angle qui montrait ça. Ah d'accord, en fait c'est un peu un making of, on le voyait Ouais c'est ça, mais ça donnait deux angles et c'était pas dérangeant et puis petit à petit il a arrêté la caméra à la main et tout était fait avec le cadreur. Et toi, comment tu pourrais définir ton style? C'est que la caméra à la main, tu utilises quand même beaucoup encore? J'essaye de l'utiliser quand ça s'y prête vraiment. C'est-à-dire qu'avant, quand j'ai fait mes vidéos tous les jours et tout, c'était un style, tu vois, d'avoir la caméra à la main, de laisser la séquence quand je la pose sur la table et tout. C'est un peu volontaire. On a été plein à être inspiré de Casey Neistat. À l'époque où il faisait ses vlogs à New York. Et il y a eu toute cette vague-là. Mais aujourd'hui, je la trouve moins actuelle. Je trouve ça plus actuel d'avoir un cadreur, une image qui est un peu loin de toi, etc. Donc, c'est d'autres méthodes. Après, si on doit se lever et si là, par exemple, admettons, c'est ma vidéo. On est sur la chaîne de Pierre. Bonjour les grains. Et qu'on doit aller quelque part, bien sûr, tu prends la caméra, tu vas pas dire je veux pas tenir la caméra. La caméra, je la tiens des fois à la main. Quand on fait des cache-cache, par exemple, si on a un cadreur qui est là, c'est plus facile à trouver parce qu'ils sont deux à devoir se cacher. Puis le cadreur va pas ajouter un angle beaucoup plus riche puisqu'il va devoir être proche dessus du mec qui se cache, sinon il perd tout. Donc il y a des vidéos où ça se prête de se filmer à la main. Ok, et le montage, comment ça se passe? Toi, quand tu as commencé, j'ai vu que tu montais tout seul, avec beaucoup de cuts comme ça. Maintenant que vous avez des monteurs, alors comment ça se passe cette transmission? Est-ce que c'est pas trop dur de transmettre sa patte créative alors que tu as des monteurs? Ce qui est important, si on donne un peu des conseils et tout, je trouve que c'est quand même important de maîtriser le montage, de pas se dire je vais me lancer, je vais prendre un monteur, parce que ça va faire des frais au début qui peuvent ne pas être négligeables et en plus qui peuvent être évités. Quand moi j'ai commencé mes toutes premières vidéos, j'ai voulu les faire monter à des gens et puis je me suis rendu compte que ça coûtait beaucoup trop cher, tu vois. Que pour le rentabiliser, rien que ce que je payais le monteur, il fallait faire déjà des centaines de milliers de vues. Donc c'était compliqué, je me suis dit bon, je vais apprendre, je vais prendre le temps qu'il faut. Ma première vidéo, j'ai mis 10 jours à la monter. Aujourd'hui, je pense que tu me donnes les rushs, je la monte en 2 heures, tu vois. Et une fois qu'on maîtrise, on délègue. Donc, tu as défini d'abord ton style vraiment à toi? Bon, après, moi, j'ai fait beaucoup. J'ai fait genre 500 montages, donc je maîtrisais déjà avant. En tout cas, quand j'ai passé le bébé, on va dire, je savais faire. Je pouvais dire, bah non, ça, faut le faire comme ça. Tu parlais le langage, quoi. Voilà. Techniquement, les monteurs sont certainement meilleurs que moi, puisque ils ont des formations, etc. que moi, j'ai pas eu. Mais en tout cas, je peux leur dire légitimement, attention, ça c'est pas bien. Tu as des monteurs ici, ils sont très courageux, ils sont très bien. Et ils vont peut-être voir cette vidéo. Donc, mais tu peux aussi avoir des monteurs qui des fois essayent de t'embrouiller en disant mais ça il m'a fallu 3 heures et tout. Tu dis bah non, ça moi je sais le faire, ça me prend 1 heure. Donc quand tu maîtrises ce que tu fais, tu peux pas te faire avoir dans les process, tu peux maîtriser le truc. Et tu as réussi à le transmettre selon toi le style que tu voulais ou c'est toujours un processus qui est en cours ou alors pour toi c'est bon, tu as réussi à déléguer le montage quoi? Parce que moi, ça me paraît être un truc compliqué. Ouais, ça fait peur, ça fait peur au début. Mais en fait, c'est pas une problématique de monteur, parce qu'un monteur qui a une formation de monteur, il sait faire ce qu'on fait. Enfin, il sait reproduire ce style. Il sait faire, on n'a pas un montage. Je connais pas assez ta chaîne, ça se trouve, tu as fait des montages de dingue. J'ai vu la vidéo à Bali. C'est assez simple. Il y a des petits trucs sympas. Mais tu vois, on n'est pas Sam Colder en montage. Donc, ce que je fais comme montage, le mec sait le faire. Après, il a juste plutôt à s'adapter à mon style de van. Mais tu sais ce que t'es au bon moment, parfois c'est au millimètre près que tu fais. En humour, j'imagine qu'il y a un rythme à respecter. Il y a un rythme à respecter. Mais ça, après, une fois que tu l'as dit, tu laisses pas une frame de silence entre deux cuts. Il le sait après. Voilà. Donc après, tu peux lui dire non, là, je veux un peu de silence parce que c'est joué, parce que c'est voulu. Plus on bosse ensemble aussi, plus il comprend ce qu'on veut. Maintenant, tu vois, des fois, on passe des cartes mémoire, on dit rien. Ils mettent le rush et il sait ce qu'on veut. Sauf quand c'est des nouveaux concepts, des trucs qu'on doit un peu créer ensemble, mais les vidéos un peu déjà faites, des volumes 2, volume 3, etc., ou des face cam, il va avoir les rushs, il va savoir ce qu'il va faire. Peut-être pour conclure. Ouais, j'aime bien quand tu fais comme ça, on dirait les vidéos de Swan et Neo, un peu t'es le papa et moi je suis. Exactement.
Peut-être pour conclure, si t'as pas forcément des conseils, mais quelques petits tips à donner, enfin, une sorte de petits conseils, à des gens qui veulent se lancer dans la vidéo sur YouTube, mais pas forcément hein, dans l'humour ou quoi, en plus dans la création de vidéos. Ouais. Qu'est-ce que tu dirais? Pas trop prêter attention au matériel, même si c'est important. Il y a plein de détails qui sont importants, mais si tu t'arrêtes à tous les détails quand tu commences jamais. Ouais. Donc il faut y aller. Il ne faut pas avoir peur de se dire ce sera pas parfait, parce que de toute façon, dans tous les cas, quand tu commences, ça sera pas parfait. Ouais. Je regarde les gens dans les yeux là. Hein. Ouais, là, tu leur parles directement au grand. Faut pas avoir un peu le syndrome de la perfection, tu vois, de chercher le truc trop nickel. Le perfectionnisme. Ah ouais, il y a un mot déjà fait. Ouais, pour ça, ouais. Et faut y aller, faut tester, faut mettre en ligne. Et jamais aussi se dire je vais faire 10 vidéos. Je filme 10 vidéos, comme ça je l'ai de l'avance. Et après, je peux me reposer et ça va marcher. On est sur Internet, donc il faut créer avec le retour des gens. Ça a toujours aidé, que ce soit les critiques ou les commentaires positifs, mais ça aide toujours à évoluer. Et en gros, quand tu fais du stock, tu te laisses pas cette option. Alors que quand tu filmes au jour le jour, tu te laisses l'option de dire ah ouais, ils ont pas aimé ça, je vais changer ça. Ouais. Et après, maîtriser sa chaîne de fabrication. Moi, j'ai jamais délégué des choses que je maîtrisais pas. J'ai toujours essayé de déléguer des choses une fois que je les maîtrisais. Donc le montage, c'était un exemple. L'écriture, même si bon, j'ai jamais trop délégué, mais j'ai besoin de maîtriser le truc pour me dire maintenant que je le maîtrise, je vais être cohérent le jour où quelqu'un va me proposer un truc et que je vais devoir lui dire non, le critiquer, dire attention, ça c'est pas top. Et je pense que sans le maîtriser, je serais moins légitime. Donc j'ai un peu besoin de maîtriser ces choses-là avant de les donner à quelqu'un. Bon, merci beaucoup. C'était bien. Ouais, c'est parfait. Ouais. C'est parfait. Je pense que vous me direz si c'est bien, mais merci pour ton accueil et toutes tes discussions, c'était hyper intéressant. J'espère que la vidéo vous a plu et vous a inspiré, que vous soyez devant ou derrière la caméra. Personnellement, j'ai beaucoup aimé cette rencontre avec Pierre. Je trouve qu'il y a plein de trucs sympas qui ont été dit, que ce soit au niveau du matériel, du processus de création d'une vidéo, le fait de travailler à plusieurs aussi. En tout cas, j'espère que ça vous a plu autant que moi. Si c'est le cas, vous pouvez mettre un like et surtout vous abonner. Si vous voulez recevoir mes vidéos directement dans votre boîte mail ainsi que des astuces complémentaires sur la vidéo, je vous rappelle que vous pouvez rejoindre le Club Grain. C'est entièrement gratuit, tout est expliqué juste ici. Je vous dis à très vite et n'oubliez pas, sortez et faites des vidéos. Salut!